Ouattara Draman est arrivé en chef de guerre à la commission pour électorale à Abidjan, tout en provoquant la stupeur par des attaques terroristes à l'est du pays. Je voudrais expliquer le jeu complexe auquel Ouattara s'adonne. D'abord, vous avez vu comment il est arrivé à la commission électorale. L'homme au faciès asymétrique et à la démarche en point-virgule, comme j'aime à l'appeler affectueusement. Ouattara Draman est arrivé à la commission électorale avec presque un bataillon. Il est arrivé avec une armée. C'est une manière de parler aux Ivoiriens. Alassane Ouattara, quand il se promène en Côte d'Ivoire, se promène comme Napoléon se promenait dans les territoires conquis. Comme les colons se promenaient dans les territoires où ils avaient des ennemis. Alassane Ouattara se déplace en Côte d'Ivoire comme un étranger violent se déplace dans la terre qu'il a conquise. Je vous invite à observer l'extrême peur qu'Alassane Draman Ouattara a du peuple ivoirien. Regardez comment il est sur pied de guerre. Regardez le défaut de relations intuitives, de relations spontanées, de défaut de relations au peuple ivoirien qui caractérise Alassane Ouattara. Il a peur. Mais pourquoi a-t-il peur? Il a peur parce qu'il sait qu'il est arrivé au pouvoir par les armes, par les crimes, par des massacres, et qu'il risque de partir du pouvoir par les armes, des crimes et des massacres. Alassane Draman Ouattara est hanté par le souvenir de ses victimes. Et il voit dans les visages des Ivoiriens le miroitement de ses victimes. Voilà pourquoi il ne supporte pas le contact direct au peuple. Comparez l'attitude du président Laurent Gbagbo avec le peuple ivoirien quand il sort pour les grands meetings populaires que nous avons observés en ce mois d'août à l'attitude de Ouattara. Ouattara regarde les Ivoiriens comme des menaces. Regardez comment il marchait. Il marchait en faisant fureter son regard à gauche et à droite. Et son comportement dit, ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Pardon. Hé, attention. Alassane Ouattara tremble. Il tremble parce qu'il sait qu'il est l'ennemi du peuple de Côte d'Ivoire. Il tremble parce qu'il sait tout le tort qu'il a fait à ce peuple. Il tremble parce qu'il redoute la colère, le boomerang de ce peuple. Voilà pourquoi Alassane Ouattara sort avec une armée. Il arrive en chef de guerre. Vous-même, si vous êtes à la tête d'une commission électorale, et puis un candidat dans une capitale arrive autant armé, est-ce que vous avez intérêt à prononcer un résultat autre que son nom? Non, je recommence la question. Si vous êtes à la tête d'une commission électorale, et puis il y a un candidat qui arrive pour déposer son dossier accompagné d'une armée, est-ce que vous, là, le président de cette commission électorale, vous n'avez pas déjà le nom de celui que vous devez désigner élu? Le gars arrive avec les moyens de l'intimidation psychologique directe sur non seulement le corps électoral supposé, le peuple, mais l'institution électorale supposée, la CEI. Alassane Ouattara arrive en disant, Niamorodé, si je n'entends pas mon nom, je vais vous couper les têtes les uns après les autres. Hein. Attention. Hein. Ah non, je ne m'amuse pas. Hein, Dominique? Oui, chou. Non, je vais débarquer là-bas avec des hommes en armes. Ils vont... Non, ils vont sentir. Hein. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. On se connaît à Abidjan ici en détail. Vous vous souvenez d'une réunion publique récente d'Alassane Ouattara? Avec les militants de son propre parti, le RHDP. Alassane Ouattara est en train de les menacer. Si j'apprends que quelqu'un a osé une candidature indépendante, mais je ne vais pas seulement, il n'y a pas seulement celui qui va oser faire ça qui aura affaire à moi, mais ceux qui l'ont aidé auront affaire à moi. Voilà un chef de parti politique en réunion avec ses militants et qui menace tout le monde. Qui dit que le pluralisme est interdit dans son parti. Mais si j'apprends, attention, hein, si quelqu'un est candidat indépendant, ah non, je vous préviens, hein, il n'y a pas que celui qui va oser être candidat indépendant qui aura affaire à moi. Ceux qui l'ont aidé auront affaire à moi. Alassane Ouattara l'a dit. Donc en fait, c'est quelqu'un qui gouverne par la peur, qui gouverne par la menace. C'est quelqu'un qui se promène avec le fouet.
Et les Ivoiriens ont juste peur d'être fouettés à son passage. Alassane Ouattara était un tyran, mais c'est un tyran concret. Il menace en permanence tout le monde. J'ai eu à échanger avec certains anciens ministres d'Alassane Ouattara qui m'ont raconté le calvaire qu'ils ont vécu au gouvernement avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est un chef d'État qui harcèle ses ministres. Il a un rapport pathologique à ses ministres. Il les traumatise. Il les harcèle, il les menace. Il les humilie. En permanence. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Daniel Kablan-Duncan, l'ancien vice-président de la République de Ouattara, s'est retiré et ne veut plus parler de politique depuis lors. Alassane Ouattara l'a trimballé, tripatouillé, tarabistouillé. Alassane Dramane Ouattara l'a mélangé, mâché, piétiné. Alassane Ouattara l'a marchandisé, vaisselisé, fourchetté, cuilleré. Kablan-Duncan était découragé de la politique quand il a déposé sa démission. Et plusieurs ministres qui ont connu Alassane Ouattara racontent le calvaire qu'on a à l'avoir sur le dos. Il appelle à 3 h du matin. C'est un ordre. Hein. J'ai besoin de tel rapport tout de suite. Ça, c'est Ouattara. 3 h du matin. Il t'a vu à minuit. Hein. Il ne t'a pas demandé quelque chose. Il attend 4 h. Trouvez-le-moi. Allez me le réveiller. Ah non, 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 non. J'ai besoin de ce rapport dans les 30 minutes. C'est Ouattara. Et ce sont des exercices d'humiliation pour voir si vous lui êtes fidèle. Ce n'est pas parce que ce soit efficace, parce que de toute façon, il prend toutes les décisions lui-même. Vous n'avez aucune décision à prendre. C'est lui qui décide. Vous comprenez? Mais de temps en temps, il y a des exercices comme ça qui sont en fait du bizutage. Alassane Ouattara bizute en permanence son entourage. Il teste votre capacité d'encaisser ces humiliations, qui est pour lui l'indice de votre fidélité. Ce qui fait qu'autour de Alassane Ouattara, il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans le larbinisme. Quel que soit l'état d'humeur de Ouattara, ils sont tous, oui patron, oui chef, oui patron, patron, oui, oui monsieur le président. Il n'y a que les bénis oui autour de lui. Tu es un vaurien, oui, oui patron, vraiment je suis un gros vaurien. Mais tu n'as même pas le niveau, tu ne comprends pas ce qu'on te demande. Oui patron, j'aimerais apprendre à vos côtés patron, pardon. Voilà les ministres qui marchent avec Ouattara. Si tu n'as pas la capacité de te faire insulter comme du poisson pourri, sans broncher, il ne faut pas entrer dans son gouvernement. Tous les ministres qui sont là, ils connaissent ce sale caractère du tyran. Mais c'est un caractère qui vient de ses carences affectives. C'est un individu qui est insécure. Unsecure, comme diraient les Anglais. Il n'est pas sûr d'être aimé, puisque lui-même il ne s'aime pas. Il s'est renié. Comme c'est un regnard, il pense toujours que les autres voient que lui-même ne s'aime pas. Et donc que les autres ne l'aiment pas comme lui-même ne s'aime pas. Donc il est constamment en train de demander une allégeance de plus. Une allégeance de plus. Il est constamment en train de demander un rapport de cette nature. Mais Alassane Dramane Ouattara qui sait que sa candidature est illégale, illégitime. Que sa candidature est un crime contre le peuple ivoirien. Un crime de trop, un crime de plus. Alassane Ouattara voit la mobilisation de l'opposition ivoirienne comme une menace pour son rêve de présidence à vie. Et pour légitimer sa position de soi-disant sauveur de la nation qui reste là parce que il y a une instabilité politique dans la sous-région. Vous savez, il y a des terroristes un peu partout maintenant. La sous-région est menacée. On a besoin d'un homme d'expérience comme moi pour que la Côte d'Ivoire vive. Donc Alassane Ouattara, on devrait trouver un élixir pour que lui vive éternellement. Parce que le jour où il disparaît, la Côte d'Ivoire va disparaître. Alassane Ouattara a donné parmi les arguments de sa candidature à la pour-élection de 2025, l'idée que l'instabilité terroriste, l'instabilité sécuritaire sous-régionale requérait des hommes d'expérience comme lui. Un homme d'expérience comme lui a-t-elle la Côte d'Ivoire. Or, la Côte d'Ivoire, depuis pratiquement 2021, n'avait plus connu un seul incident terroriste. Donc, Alassane Ouattara avait besoin d'un incident terroriste pour donner un certain contenu à l'alibi qu'il a trouvé pour tenter de s'octroyer un 4e mandat anticonstitutionnel. Voilà pourquoi Alassane Ouattara et ses amis, les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique, les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux qui sont derrière ces organisations, ils ont organisé un petit attentat terroriste ensemble, à la frontière marginale de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, afin
de faire une piqûre de rappel aux Ivoiriens. Si je ne suis pas au pouvoir, les terroristes vont envahir le pays. Oui, chou, dit sa femme. Oui, chou, si tu n'es pas au pouvoir, on va avoir Al-Qaïda au pouvoir à Abidjan. Pourtant, Alassane Dramane Ouattara est l'ami des puissances qui sont les amis et les parrains des groupes terroristes. Et la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara est une base arrière de ravitaillement des groupes terroristes qui sévissent dans le Sahel. La Côte d'Ivoire a été la base arrière à partir de laquelle a été organisée plusieurs fois la violation de l'espace aérien et de l'espace terrestre de l'Alliance des États du Sahel. La Côte d'Ivoire a même tenté, sous Ouattara, d'organiser une attaque délibérée de l'armée ivoirienne contre l'armée du Niger. Tout le monde était là. Alassane Ouattara est un chef terroriste. Ce sont ses amis qui perpètrent les attentats terroristes au Sahel. En 2018, un chercheur malien appelé Dougou Kolo a fait un travail. Dougou Kolo Konaré, si je me souviens, a fait un travail qui avait été publié sur le site de Conversation. On s'était rendu compte que les groupes terroristes qui essayaient de provoquer un conflit génocidaire entre les Dogons et les Peuls dans la région de Mopti, on s'est rendu compte que ces groupes terroristes circulaient avec des véhicules, tous immatriculés en Côte d'Ivoire. 2018, vous trouverez l'article de Dougou Follow, il s'appelle Dougou Follow. Il a fait un travail publié sur des Conversations. La Côte d'Ivoire est le pays où sont immatriculés plusieurs des véhicules des groupes terroristes qui opèrent dans la région de Mopti au Mali. On le sait par une recherche de 2018. Quand je vous dis qu'Alassane Ouattara est un chef terroriste, je ne le dis pas parce que je le déteste. Je le déteste pour de bonnes raisons. Et je ne m'en cache pas. Et je crois qu'il me déteste beaucoup. Et il ne s'en cache pas non plus. Mais mes raisons sont fondées. Les siennes ne le sont pas. Alassane Ouattara est un chef terroriste. L'attentat terroriste à la frontière ivoiro-burkinabé est un attentat organisé par Abidjan. Pour donner un semblant de crédibilité, nos amis côté TikTok ont été interrompus. Pour donner un semblant de crédibilité, c'est une interruption due à la rupture de l'alimentation électrique. Je n'ai pas vu venir. Je vais les relancer. Cela est dû, en réalité, et j'insiste là-dessus, tout cela est dû à l'instrumentalisation donc du terrorisme pour la légitimation d'une candidature illégale et illégitime. C'est ce qu'Alassane Ouattara fait. Il faut que tout le monde le comprenne très bien. Si depuis 2021, il n'y a pas eu d'attentat terroriste en Côte d'Ivoire, c'est pas parce que la Côte d'Ivoire est hyper sécurisée et que l'armée ivoirienne serait l'armée la plus forte de la région. C'est faux. C'est parce qu'Alassane Dramane Ouattara est l'ami des organisations terroristes et des puissances qui les financent et qui les arment. C'est pour cette raison que le Sénégal n'était pas attaqué jusqu'ici. C'est pour cette raison que la Mauritanie n'est pas attaquée, l'Algérie n'est pas attaquée, parce que ces pays-là ont à leur tête des gouvernements qui sont en association avec les groupes terroristes et avec les puissances qui les financent. Voilà la vérité. Je vais relancer nos amis côté TikTok dès que j'aurai pu avoir de l'énergie. On passe à la suite et à la fin de cette émission. Cinquième et dernier sujet de ce long télégramme de géopolitique africaine. J'attends juste un peu pour pouvoir relancer mes amis côté TikTok. Nous avons été interrompus par... sur TikTok, nous avons été interrompus en fait par une rupture d'énergie dans la machine. Je n'ai pas vu qu'elle était déjà. Excusez-moi, mes chers amis côté TikTok. Nous allons relancer. L'énergie revient. Laissons le grand maître Jean Alain Coco nous accompagner un peu. Voilà, le temps de relancer nos amis côté TikTok qui ont été interrompus par... Reprendre le live.
Voilà mes chers amis, je crois que j'ai pu reprendre le live. Nous allons aborder le dernier sujet de cette émission. Le marathon de l'analyse politique. Alors, le dernier sujet que je voudrais aborder dans cette émission, c'est une question qui brûle beaucoup de lèvres. À savoir que le président américain actuel, Donald Trump, semble avoir changé de braquet, d'orientation à la politique internationale des États-Unis vers l'Afrique, en privilégiant désormais le commerce par rapport à l'influence géopolitique, géostratégique. Donald Trump veut faire des affaires. Et apparemment, il veut beaucoup moins positionner des militaires. Donald Trump veut faire des deals. Parce qu'avant tout, c'est un négociant commercial, c'est un businessman. J'ai lu sur les réseaux sociaux africains certaines critiques formulées d'ailleurs contre les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel au motif que ceux-ci seraient bien imprudents d'accepter de faire des affaires avec l'Amérique de Donald Trump. Puisque, dans tous les cas, l'Amérique est une grande puissance impérialiste. Faire des affaires avec elle ne va pas sans danger et ce serait une imprudence de la part des dirigeants de l'AES de renouer des relations commerciales, économiques avec les États-Unis dans ces conditions. Je voudrais apporter mon analyse à ce problème. D'abord, premièrement, je voudrais rappeler à tous qu'à la tête des États-Unis, le président Donald Trump n'a pas renoncé à une doctrine qui est transversale à tous les dirigeants américains. C'est une doctrine que les dirigeants américains, qu'ils soient du Parti démocrate ou qu'ils soient du Parti républicain, considèrent tous comme vraie. C'est l'idée que l'Amérique doit être la première puissance du monde. America first. Cette idée est connectée à l'idéologie américaine de la Manifest Destiny, la destinée manifeste. Selon cette idéologie, qui est fortement répandue dans l'élite politique des États-Unis, les États-Unis sont une nation qui a été voulue par Dieu comme une nation qui doit diriger le monde. Une nation qui doit influencer la marche du monde, une nation qui doit inspirer le monde, une nation qui doit être le modèle du monde. Cette idée d'America First, cette idée de la Manifest Destiny, cette idée de Make America Great Again, cette idée de la grandeur américaine, elle est transversale à la classe politique américaine. Que vous ayez Joe Biden à la Maison-Blanche, ou que vous ayez plutôt Donald Trump à la Maison-Blanche, vous avez toujours cette idée dans la tête du président. Que vous ayez Barack Hussein Obama à la Maison-Blanche, ou que vous ayez plutôt à la Maison-Blanche George Walker Bush, cette idée de la supériorité, de la suprématie, de l'hégémonie américaine est dans la tête des dirigeants américains. Que vous ayez Bill Clinton à la Maison-Blanche, ou que vous ayez plutôt George Bush père à la Maison-Blanche, ou Ronald Reagan, ou Jimmy Carter, ou Henry Ford, que vous ayez Lyndon Johnson, que vous ayez John Fitzgerald Kennedy, vous, Franklin Roosevelt, remontez à tous les présidents que vous pouvez penser. Et il y a toujours à la tête des États-Unis un président qui est convaincu que les États-Unis sont et doivent être la première puissance mondiale. Et il ne faut pas penser que les dirigeants ouest-africains, les panafricanistes révolutionnaires qui exercent le pouvoir ne le savent pas. Ils le savent. Donald Trump, de ce point de vue, n'est pas différent de Joe Biden. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point qui est important. La puissance économique des États-Unis, et toute grande puissance est toujours assise sur la puissance militaire. La puissance économique est conditionnée par la puissance militaire. Et la puissance militaire conditionne à son tour la puissance économique. C'est parce qu'un pays a une armée puissante que lorsqu'il fait une négociation commerciale avec d'autres pays,
il a tendance à obtenir des deals à son avantage. Parce que les autres pays ne veulent pas de près ou de loin être attaqués par le pays puissant. Donc, ils acceptent de lui vendre à un prix raisonnable. Parce qu'ils ont affaire à un partenaire qui est puissant et qui pourrait utiliser sa puissance militaire pour leur nuire. Donc, il faut lui vendre à un bon prix. La puissance militaire conditionne la puissance économique. Mais la puissance économique conditionne aussi la puissance militaire. Parce que quand un pays a une économie florissante, il peut plus facilement financer son programme d'armement. Il peut plus facilement financer son industrie militaire. Il peut plus facilement renforcer son industrie militaire et sa haute technologie militaire. Il y a un rapport dialectique entre la puissance économique et la puissance militaire. La suprématie de la livre sterling sur le monde a eu lieu tout le temps que la Grande-Bretagne, l'Angleterre avait la première puissance militaire navale de la planète. La livre sterling s'effondre avec le premier rang de puissance militaire navale, eh bien, de l'Angleterre. Le dollar que vous voyez, le dollar est conditionné par les plus de 800 bases militaires américaines qu'il y a dans le monde. Si les États-Unis ne disposaient pas de plus de 800 bases militaires américaines, ils n'auraient pas la monnaie encore la plus influente pour un certain temps du monde, le dollar. Pour vous donner un exemple permettant d'illustrer cela, je vous amène au Moyen-Orient, à la naissance d'une chose particulière qu'on appelle le pétrodollar. Vous savez, pendant très longtemps, la monnaie américaine, le dollar, était en parité avec une quantité d'or. Un dollar était en rapport avec une quantité d'or qui était supposée stocker dans la réserve de la Banque centrale américaine. Quand vous aviez un dollar, vous aviez l'équivalent en or qui était stocké dans la Banque centrale américaine. C'est ce qu'on appelle la parité or. Le problème à un moment donné, c'est que les Américains se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de quantité d'or suffisante pour pouvoir produire une grande masse monétaire. Mieux, plusieurs pays du monde qui possédaient des dollars et qui demandaient aux Américains de leur donner l'équivalent en or faisaient face à des réticences parce que les réserves d'or américaines, progressivement, n'étaient pas équivalentes à la masse de billets et de pièces de dollars émises dans l'économie. Dans les années 60, De Gaulle va défrayer la chronique. Il va envoyer un bateau français récupérer l'équivalent en or des billets de dollars que détenait la France. Tout ceci va alerter, c'est à la fin des années 60, tout ceci va alerter les Américains. Et les Américains vont désormais séparer. C'est sous le président Nixon, si je ne m'abuse. Nixon va séparer le dollar de l'or. Il va dire que désormais, la Banque centrale américaine peut produire des billets de dollars qui ne correspondent pas nécessairement à une quantité d'or détenue dans les réserves de cette banque. Désormais, ça a été donc ce qu'on a appelé la fin de la parité or. Et les États-Unis d'Amérique se sont mis à produire des millions, des milliards de dollars ne correspondant à aucune richesse réelle. Mais comment pouvait-on légitimer cet argent? Comment pouvait-on faire accepter cet argent dans le monde? Mais il fallait avoir un moyen de pression sur les autres économies mondiales. Dans le cas des pays du Moyen-Orient, des pays hautement pétroliers comme l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, etc., les États-Unis vont dire aux Saouds qu'ils ont aidé à s'installer au pouvoir, nous allons vous garantir la sécurité militaire, à condition que vous nous garantissiez l'approvisionnement moins cher en pétrole et que vous nous aidiez à imposer que toute personne qui veut acheter du pétrole sur la planète Terre paye en dollars. C'est la naissance du pétrodollar. Donc, en fait, la masse monétaire américaine est crédibilisée par les richesses des autres pays du monde, grâce à l'influence militaire américaine. Et vous allez remarquer que tout pays qui, dans l'histoire des 60 dernières années, a voulu refuser ce deal, a été confronté à une guerre. La guerre contre Saddam Hussein, elle est venue de ça. La guerre contre l'Iran, elle vient de ça. La guerre qui se prépare et qui avance contre la Chine à travers Taïwan, c'est à cause de ça. La guerre contre la Russie à travers l'Ukraine, c'est pour imposer le dollar. C'est à cause de ça. La guerre contre Kadhafi,
l'assassinat de Kadhafi et le saccage de la Libye, les emails de Mme Hillary Clinton ont été lus par le scandale Wikileaks créé par Julian Assange. Et on a découvert que c'est parce que Kadhafi voulait remplacer le dollar, l'euro et le franc CFA par une monnaie dinar-or africaine. C'est pour cela que l'administration Obama-Clinton a décidé de l'assassiner et de saccager la Libye. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.